Mon père a murmuré, arrête d'être difficile et paie. Il voulait que je règle 7000 € pour des parents que je n'avais pas vus depuis des années. J'ai payé ma part au comptoir et suis parti. Puis ma sœur a appelé en hurlant, te est où? Ils avaient commandé 3 bouteilles de champagne millésimées avant même que je m'assoie. Ma sœur a souri d'un air suffisant, annonçant que je réglais la note de 7000 € parce que la famille se partage le succès. Je n'ai pas discuté. Je suis simplement allé aux toilettes, j'ai payé ma salade et je suis sorti par la porte de service. C'est là que le vrai feu d'artifice commence. La migraine pulsait derrière mon œil gauche, une douleur sourde et rythmée qui donnait l'impression qu'un petit marteau burinait mon crâne. C'était le genre de mal de tête que l'on mérite après 6 mois de semaine de travail de 60 heures, de repas sautés et de nuits passées à dormir avec son ordinateur portable ouvert sur la poitrine. J'étais assise dans ma voiture sur le parking de ma résidence, le moteur éteint, écoutant seulement le cliquetis du métal qui refroidissait et le sang qui battait dans mes oreilles. J'aurais dû être euphorique. J'aurais dû mettre la musique à fond et appeler tous ceux que je connaissais. 2 heures plus tôt, le vice-président régional m'avait serré la main, avait fait glisser une lourde enveloppe couleur crème sur le bureau en acajou et m'avait dit que le poste de directrice des opérations était à moi. Cela s'accompagnait d'un nouveau titre, d'un bureau d'angle et d'un salaire qui, honnêtement, m'effrayait un peu. C'était l'aboutissement de 5 années de labeur acharné, à être la première arrivée et la dernière partie, à manger des dîners de distributeurs automatiques pendant que mes amis allaient à des concerts. Mais au lieu de la joie, je ressentais un épuisement profond et creux, et sous cela, une angoisse insidieuse. Mon téléphone a vibré dans le porte-gobelet. L'écran s'est allumé avec le nom Chloé. Je l'ai fixé. La vibration cognait contre le plastique, un son colérique et exigeant. Je savais exactement pourquoi elle appelait. J'avais fait l'erreur d'envoyer un SMS à notre groupe de discussion familiale plus tôt dans la journée. Grande nouvelle à venir. J'ai enfin obtenu le résultat pour lequel j'ai travaillé. Je n'avais pas mentionné l'argent. Je n'avais pas mentionné le titre, mais Chloé avait un 6e sens pour les flux de trésorerie. C'était comme un requin qui sent une goutte de sang dans l'océan à 5 km de distance. Si j'avais des nouvelles et qu'elles étaient importantes, elle supposait que cela signifiait jour de paix. J'ai pris une profonde inspiration, me suis frotté les tempes et j'ai glissé pour répondre. Allô, ai-je croassé, la voix sèche. Amélie. Oh mon Dieu. Enfin. La voix de Chloé était aiguë, perçant à travers le haut-parleur. On attendait que tu appelles. Papa a dit que tu as eu la promotion. Tu as eu la promotion? Oui, je l'ai eue, ai-je dit, essayant de rassembler un peu d'enthousiasme. C'est officiel. Je commence la transition lundi. Je le savais, a-t-elle crié. Je pouvais entendre un bruissement en arrière-plan, comme si elle déplaçait des choses. Je l'ai dit à Michel. J'ai dit qu'Amélie est trop têtue pour échouer. Écoute, on est si fiers de toi. Sérieusement, maman pleure. Tu pleures, Sophie? Oui, elle a les larmes aux yeux. Un petit espoir fragile a fleuri dans ma poitrine. Peut-être que j'étais cynique. Peut-être qu'ils étaient vraiment juste heureux pour moi. Je m'étais senti si seul ces derniers temps, si isolé par la charge de travail. L'idée que ma famille me célèbre vraiment, moi, plutôt que ce que je pouvais faire pour eux, me faisait l'effet d'une couverture chaude. Merci, Chloé, ai-je dit, ma voix s'adoucissant. Ça compte beaucoup. Je viens de rentrer à la maison. Je vais m'écrouler. T'écrouler? Elle a ri, un son sec et dédaigneux. Tu ne vas absolument pas t'écrouler. Tu es la femme de la soirée. On fête ça ce soir. Chloé, je suis épuisé, ai-je plaidé. Je n'ai pas dormi plus de 4 heures par nuit de toute la semaine. On peut dîner ce week-end? Peut-être juste commander une pizza chez papa. Une pizza, s'est-elle moquée. Amélie, tu es directrice maintenant. Les directeurs ne mangent pas de pepperoni sur le canapé. On a réservé une table à l'écrin. 19 heures, ne sois pas en retard et habille-toi bien. C'est une grande soirée. L'écrin. Le nom m'est tombé sur l'estomac comme une pierre. C'était le restaurant le plus exclusif, le plus prétentieux et le plus follement cher de la ville. Le genre d'endroit où le menu des eaux avait des prix. Chloé, cet endroit est impossible à réserver, ai-je dit. Et c'est incroyablement cher. Ne t'inquiète pas pour la réservation.
J'ai fait jouer mes relations, a-t-elle dit nonchalamment. Viens, c'est tout. On est déjà en route. Je t'aime. La ligne a été coupée avant que je puisse dire non. Je suis resté là, à fixer le tableau de bord. Mon intuition me hurlait dessus. Elle hurlait que ce n'était pas une célébration. C'était un piège. Mais j'étais fatigué et je désirais désespérément ce lien, cette validation que j'étais plus qu'un simple chèque pour eux. Je me suis regardé dans le rétroviseur. Mes yeux étaient cernés de rouge, ma peau pâle. J'ai soupiré, démarré la voiture et quitté ma place. Je ne le savais pas encore, mais je conduisais vers le bord d'une falaise émotionnelle, et la chute ferait bien plus mal que l'épuisement n'aurait jamais pu le faire. La trahison n'était pas seulement dans l'addition. Elle était dans le sourire qu'elle m'a adressé pendant qu'elle la faisait grimper. Le voiturier de l'écrin a regardé ma Renault Clio avec un mélange de pitié et de dédain, comme si la voiture risquait de laisser couler de l'huile sur ses pavés immaculés par pure méchanceté. Je lui ai tendu les clés, j'ai lissé la jupe de mon tailleur de travail, qui était professionnel, mais certainement pas prêt pour une soirée de gala, et je me suis dirigé vers les lourdes portes en chêne. À l'intérieur, l'air sentait la truffe, l'acajou vieilli et l'argent. L'éclairage était tamisé, le genre de lumière conçue pour faire scintiller les bijoux et disparaître les rides. Une hôtesse aux pommettes assez saillantes pour couper du verre a levé les yeux de son pupitre. Réservation pour, a-t-elle demandé, son ton laissant entendre que je m'étais probablement trompé de bâtiment. C'est peut-être au nom de Chloé. Ou peut-être Michel, ai-je dit, me sentant déplacé. Ah, oui, le salon privé. Votre groupe est déjà installé. Salon privé. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas juste une table. C'était des frais de location de salle. Je l'ai suivi à travers la salle à manger principale, naviguant dans un labyrinthe de nappes blanches et de conversations feutrées. En approchant de l'arrière du restaurant, je les ai entendus avant de les voir. Un rire fort et rauque a résonné de derrière un rideau de velours. C'était le rire de Chloé. L'hôtesse a tiré le rideau, et je me suis arrêté net. Je m'attendais à mes parents, Michel et Sophie, et ma sœur, Chloé. Peut-être, juste peut-être, le petit ami de la semaine de Chloé. Cela aurait fait 4 ou 5 personnes. Au lieu de cela, je regardais un banquet. Il y avait au moins 12 personnes serrées autour de la longue table ovale. Mes parents étaient là, assis en bout de table comme des rois. Chloé était à leur droite, mais il y en avait d'autres. Tante Déborah, à qui je n'avais pas parlé depuis 3 ans, la meilleure amie de Chloé, une fille nommée Jessica qui m'avait harcelé au lycée. 2 hommes que je ne reconnaissais même pas. Des amis de Chloé, peut-être. Et l'oncle Gérard, qui racontait bruyamment une histoire sur ses calculs biliaires à un serveur qui avait l'air de vouloir mourir. Elle est là, a crié Chloé en levant les bras. Elle portait une nouvelle robe, quelque chose de pailleté et clairement de créateur. La grande Manitou est arrivée. Amélie, a tonné mon père, Michel. Il ne s'est pas levé. Il a juste fait un vague geste avec un verre de vin déjà à moitié vide. Assieds-toi. Assieds-toi. Tu es en retard. On a commencé sans toi. Je ne savais pas que tout le monde venait, ai-je bafouillé, prenant la seule place vide à l'autre bout de la table, à des kilomètres de mes parents. Plus on est de fous, plus on rit, a glissé ma mère, Sophie. Elle m'a fait un petit signe de la main, crispé et agité. Tu as l'air fatigué, chérie. Tu devrais vraiment mettre plus d'anticerne sous ses yeux. Merci, maman, ai-je marmonné en m'enfonçant dans ma chaise. Un serveur est apparu instantanément à mon coude. Du champagne, madame? La table déguste le Dom Pérignon 98. J'ai regardé au centre de la table. 3 bouteilles vides étaient déjà retournées dans le seau à glace. Une 4e était en train d'être servie. J'ai fait le calcul dans ma tête. C'était facilement 2000 € d'alcool. Et je n'avais même pas encore déplié ma serviette. Juste de l'eau, s'il vous plaît, ai-je dit doucement. Oh, ne sois pas rabat-joie, Amé, a crié Chloé de l'autre côté de la table. Tu fais de ça. Serre-lui un verre, garçon. J'ai regardé le liquide doré remplir la flûte devant moi. J'ai regardé les visages autour de la table. Ils ne me regardaient pas avec fierté. Ils me regardaient avec faim. Ils me regardaient comme une meute de loups regarde un cerf blessé qui vient de trébucher dans la clairière.
Mon père s'est penché en arrière, le visage rouge. Alors, dis-nous, c'est combien l'augmentation? On parle de 6 chiffres. Aux 6 chiffres? La table est devenue silencieuse. Même l'oncle Gérard a arrêté de parler de ses problèmes médicaux. 12 pères Dieu se sont braqués sur moi. Idéalement, papa, je préférerais ne pas parler de finances au dîner, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. On peut juste passer un bon repas. Ne fais pas ta mijaurée, a ricané Chloé d'un air enjoué, en prenant une gorgée de son vin. On sait tous que tu as réussi. Arrête de faire comme si tu étais encore une de nous, les ploucs. J'ai forcé un sourire, mais ma main serrait si fort les couverts que mes jointures sont devenues blanches. Il pensait m'avoir acculé. Il pensait que mon désir de leur approbation l'emporterait sur mon amour-propre. Il pensait que j'allais simplement sourire, hocher la tête et passer la carte parce que j'étais la bonne fille. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Je ne suis pas devenue directrice des opérations en me laissant marcher sur les pieds. J'y suis arrivé en repérant les inefficacités et en éliminant le poids mort. Et en regardant autour de cette table, tout ce que je voyais, c'était du poids mort. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas simplement renversé la table sur le champ, il faut comprendre l'histoire. J'avais été le filet de sécurité familiale depuis l'âge de 22 ans. Quand papa a pris sa retraite anticipée, ce qui était une façon polie de dire qu'il avait été poussé dehors pour avoir refusé d'apprendre à utiliser un ordinateur, j'ai couvert le prêt immobilier pendant 6 mois pour qu'il ne perde pas la maison. Quand maman a eu besoin de cette chirurgie essentielle qui s'est avérée être un travail dentaire purement esthétique, j'ai payé la franchise. Et Chloé était un puissant fond. Chloé avait 28 ans, 4 ans de moins que moi, mais elle se comportait comme une adolescente perpétuelle. Elle avait essayé d'être blogueuse de mode, puis DJ, puis coach de vie. Actuellement, elle se disait curatrice de marque, ce qui, d'après ce que je comprenais, signifiait qu'elle achetait des vêtements de luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre et postait des photos d'eux sur Instagram. J'avais payé son loyer. J'avais payé son assurance auto. Je l'avais sorti de ses dettes de carte de crédit 2 fois. Et à chaque fois, le récit était le même. Amélie est la chanceuse. Amélie est la drone d'entreprise ennuyeuse. Amélie n'a pas de vie, alors autant qu'elle nous aide à avoir la nôtre. J'étais la ressource, pas la fille, pas la sœur, la ressource. Le serveur est revenu prendre nos commandes. C'est à ce moment-là que j'ai su avec certitude que ce n'était pas une célébration. C'était un raid. Je commencerai par le plateau de fruits de mer, a annoncé Chloé, sans même regarder le menu. Le royal pour la table, ou peut-être 2, a-t-elle regardé papa. 2, a grogné Michel. Et le tartare de bœuf wagyu. Excellent choix, monsieur, a dit le serveur, griffonnant furieusement. Pour le plat principal, Chloé a continué, passant son doigt sur la colonne des prix, pas la colonne de la nourriture. J'ai observé ses yeux. Elle ne cherchait pas ce qu'elle aimait. Elle cherchait le chiffre le plus élevé. Je prendrai le homard thermidor et j'ajouterai le supplément de lamelles de truffe. Je prendrai la même chose, a renchéri Jessica, la harceleuse. Et une autre bouteille de ce champagne. Mettez en 2, a ajouté papa. Et apportez-moi l'entrecôte, la maturée à sec. Saignante. Je prendrai juste la salade du jardin et le poulet rôti, ai-je dit quand le serveur est enfin arrivé à moi. Du poulet, a ri nerveusement maman. Oh, Amélie, profite un peu. Tu peux te permettre un steak maintenant. J'aime le poulet, maman, ai-je dit fermement. Une fois le serveur parti, la conversation s'est immédiatement détournée de ma promotion. Personne n'a demandé en quoi consistait mon nouveau travail. Personne n'a posé de questions sur les projets que j'avais menés. Au lieu de cela, Chloé s'est lancée dans un monologue sur sa marque. Je pense faire une boutique éphémère en ville, a-t-elle dit, en gesticulant avec une fourchette pleine de crabes qui venaient d'arriver sur une tour de glace de la taille d'une petite voiture. Mais les frais généraux sont un cauchemar. J'ai besoin de capital d'amorçage, d'investisseurs qui croient vraiment en la vision. Elle m'a regardé avec insistance. Ah oui, ai-je dit en picorant un petit pain. Oui, a dit Chloé, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Il faut environ 20 000 € pour commencer, mais le retour sur investissement serait énorme. Je me suis dit que puisque tu nages dans l'argent maintenant, on pourrait peut-être s'associer. Partenaire silencieuse, bien sûr, tu n'aurais rien à faire.
Je n'investis pas dans une boutique éphémère, Chloé, ai-je dit calmement. La table est redevenue silencieuse. La pression de l'air a chuté. Pardon? Le sourire de Chloé a vacillé. J'ai dit non. J'ai mes propres objectifs financiers. Acheter une maison, épargner pour ma retraite. Michel a frappé la table de sa main, faisant cliqueter l'argenterie. Amélie, c'est ta sœur. Tu viens d'avoir une augmentation massive. Ne sois pas avare. Ce n'est pas de l'avarice, papa. C'est mon argent, ai-je dit. C'est l'argent de la famille, a-t-il corrigé, le visage empourpré. Nous t'avons élevé. Nous t'avons soutenu. J'ai remboursé ton prêt immobilier, papa, lui ai-je rappelé, la voix basse. J'ai payé ta voiture. C'est du passé, a-t-il sèchement répliqué. Arrête de compter les points. Mon Dieu, tu es toujours si difficile. C'est pour ça que tu es célibataire. Tu sais ça? Tu comptes chaque centime et chaque faveur. Aucun homme ne veut d'une femme qui se comporte comme une comptable. J'ai senti la piqûre des larmes, mais je les ai refoulées. C'était la dynamique. Michel, le facilitateur, le patriarche qui ne contribuait qu'à des exigences. Chloé, l'enfant prodige qui ne pouvait faire aucun mal. Sophie, la complice silencieuse qui profitait du chaos. Et moi, la banque. Puis Chloé a lâché la bombe. Les plats principaux arrivaient. Homard, steak, truffes. L'odeur était écrasante. Alors que le serveur posait une énorme assiette de bœuf wagyu devant l'oncle Gérard, Chloé a fait teinter sa cuillère contre son verre. Attention tout le monde, a-t-elle rayonné. Je veux juste porter un petit toast. Elle s'est levée, l'air radieux et prédateur. À ma grande sœur Amélie, pour avoir travaillé si dur et pour nous offrir à tous ce repas incroyable ce soir. Sérieusement, Amé, c'est toi qui paies pour tout le monde. Tu as eu cette promotion, n'est-ce pas? C'est la moindre des choses. Mon cœur s'est arrêté. Je n'avais rien accepté. J'ai regardé autour de la table. Tout le monde souriait, levant son verre. Les serveurs se sont arrêtés. Moi non. J'ai sursauté. Tu as eu cette promotion, n'est-ce pas, a répété Chloé plus fort cette fois, son sourire crispé et menaçant. Ce n'était pas une question, c'était un ordre. Arrête d'être difficile, a marmonné papa dans son verre de vin, sans même me regarder. Paie juste l'addition, Amélie. Ne nous mets pas dans l'embarras devant les invités. J'ai regardé le menu sur la table. J'ai fait un calcul mental rapide. Le vin seul représentait 5 000 €. La nourriture en valait 2 autres. Avec le pourboire, c'était un dîner à 10 000 €. Ils avaient invité des étrangers. Ils avaient commandé les articles les plus chers, et ils avaient annoncé que je payais sans même me demander. Quelque chose en moi a craqué. Ce n'était pas un craquement bruyant. C'était un petit clic final et silencieux, comme une serrure qui se verrouille. J'ai regardé Chloé. J'ai regardé papa. J'ai souri. C'était la meilleure performance d'actrice de ma vie. Vous savez quoi, ai-je dit, ma voix stable et douce. Vous avez raison. C'est une célébration. Excellent, a ronronné Chloé, applaudissant comme un phoque à qui on vient de lancer un poisson. Je savais que tu serais à la hauteur. Garçon. Une autre bouteille. La millésimée. La table a éclaté en acclamation. Papa a tapoté la table, hochant la tête avec une satisfaction suffisante, comme s'il venait de négocier avec succès un traité de paix plutôt que d'intimider sa fille jusqu'à la faillite. Maman a essuyé une larme de son œil. Des larmes de soulagement, probablement, de ne pas avoir à puiser dans son propre fonds de retraite. Je reviens tout de suite, ai-je dit en me levant. J'ai juste besoin d'utiliser les toilettes avant que le plat suivant n'arrive. Ne prends pas trop de temps, a averti Chloé, en prenant une gorgée de son champagne frais. On doit discuter de cet investissement. J'ai pris mon sac à main. Je ne serai pas longue. Je me suis éloigné de la table. Je pouvais sentir leurs yeux dans mon dos, mais je ne me suis pas retourné. J'ai gardé un rythme régulier, ni trop rapide, ni trop lent. Je suis passé devant les toilettes, j'ai descendu le long couloir cossu bordé de photos en noir et blanc de célébrités qui avaient dîné ici, et je suis allé directement au poste du maître d'hôtel près de l'entrée principale.
L'homme qui se tenait là était grand, impeccable, et avait l'air de supporter les imbéciles pour gagner sa vie, mais de leur faire payer un supplément pour cela. Il a levé les yeux quand je me suis approché. « Tout est à votre satisfaction, madame ?» a-t-il demandé, son accent vague, mais cher. « La nourriture est délicieuse » ai-je dit, me penchant légèrement pour baisser la voix. « Mais j'ai une situation un peu compliquée concernant l'addition, et j'aimerais la gérer discrètement pour ne pas déranger les autres clients. » Il a haussé un sourcil. « Bien sûr, comment puis-je vous aider ? Je suis actuellement assise à la grande table dans le salon privé, la table au nom de Chloé. » Ah, oui, la célébration. Exact. Voici la situation, ai-je dit, sortant mon Amex de mon portefeuille. J'ai gardé ma voix calme, professionnelle, la même voix que j'utilisais pour licencier des fournisseurs incompétents au travail. Je pars maintenant. J'aimerais payer exactement ce que j'ai consommé. Une salade du jardin, un poulet rôti, une eau pétillante, rien d'autre. Le maître d'hôtel a fait une pause. Il m'a regardé, puis l'écran de l'ordinateur, puis de nouveau moi. Et le reste de l'addition, le champagne, les plateaux de fruits de mer, le wagyu. C'est la responsabilité de l'hôte, Chloé, et du monsieur assis en bout de table, Michel, ai-je dit clairement. Je n'ai pas commandé ces articles. Je n'ai pas consommé ces articles, et je n'ai pas accepté de les payer. J'autorise un prélèvement uniquement pour mon propre repas. Veuillez le faire maintenant. Ajoutez un pourboire de 25% sur ma part et fournissez-moi un reçu imprimé. Il a hésité. Madame, il est très inhabituel de diviser une addition de cette ampleur de cette manière en milieu de repas. Habituellement, la table. Je comprends que c'est inhabituel, ai-je coupé, mon regard se durcissant. Mais si vous me présentez une facture de 7 000 €, je contesterai le débit auprès de ma compagnie de carte de crédit pour fraude. Je vous propose de payer ma part légale maintenant. Si vous refusez, je partirai sans rien payer, et vous pourrez expliquer au propriétaire pourquoi vous avez refusé des revenus garantis. Il a étudié mon visage. Il a vu l'épuisement, mais il a aussi vu la résolution. Je n'étais pas une cliente ivre essayant de partir sans payer. J'étais une femme exécutant une transaction commerciale. Très bien, a-t-il dit sèchement. Il a tapoté sur l'écran. Salade du jardin, poulet rôti, eau pétillante. Votre total s'élève à 68,50 €. J'ai passé ma carte. La machine a bipé. Approuvé. Merci, ai-je dit, prenant le reçu et le pliant soigneusement dans mon portefeuille. Une dernière chose. S'il vous plaît, ne présentez pas l'addition restante à la table tant qu'ils ne la demandent pas, laissez-les profiter de leur dessert. Entendu, a-t-il dit. Il y avait une lueur de quelque chose dans ses yeux. Du respect, peut-être, ou peut-être juste de l'amusement face au carnage qui allait se produire. Je suis sorti par la porte d'entrée, l'air frais de la nuit me frappant le visage comme une éclaboussure d'eau froide. J'ai tendu mon ticket au voiturier. « Vous partez déjà ?» a-t-il demandé. « Urgence » ai-je dit. En attendant ma Clio, je ne suis pas resté là sans rien faire. J'ai sorti mon téléphone. Le piège était tendu, mais je devais sceller les issues. J'ai ouvert mon application bancaire. Des années auparavant, j'avais donné à Chloé une carte de crédit secondaire sur mon compte, pour les urgences uniquement. Elle l'utilisait rarement, mais elle l'avait. Statut, active. Action, bloquer la carte. Raison, perte vol. J'ai glissé. L'interrupteur numérique est devenu gris. Ensuite, le compte Uber familial. J'étais le payeur principal. Papa l'utilisait pour aller à ses soirées de poker. Supprimer le moyen de paiement. Supprimer le compte. J'ai travaillé avec la vitesse et la précision d'un chirurgien. Mot de passe Netflix changé. Partage familial Amazon Prime révoqué. Le virement récurrent de 200 € que j'envoyais à maman chaque mois pour ses médicaments, annulé. Au moment où le voiturier a amené ma voiture, j'avais numériquement sectionné chaque artère financière me reliant à eux. Je suis monté dans le siège du conducteur, j'ai jeté mon téléphone sur le siège passager et j'ai démarré. Je ne suis pas rentré chez moi. Je savais qu'ils y viendraient. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'au seul endroit où ils ne me chercheraient jamais, mon bureau. J'avais une carte d'accès, un canapé dans ma nouvelle suite et un gardien de sécurité nommé Ralph,
qui m'appréciait bien plus que mon père. En m'engageant sur l'autoroute, l'horloge du tableau de bord indiquait 20h45. Il finirait le plat principal. Le dessert serait bientôt commandé. La bombe à retardement était enclenchée. Et pour la première fois de ma vie, je n'étais pas celle qui sautait dessus pour les sauver. J'étais assise dans mon nouveau bureau, les lumières éteintes, à regarder la ligne d'horizon de la ville à travers les baies vitrées. C'était calme ici, paisible. J'avais une tasse de café du bureau à la main. Il était terrible, mais il avait le goût de la liberté. À 21h30, mon téléphone s'est allumé. Cela a commencé par un seul SMS de Chloé. « Où es-tu ? Le dessert arrive. » 2 minutes plus tard. « Amé, tu es tombé dans les toilettes ? Reviens. Papa commande du cognac. » 21h45. Le ton a changé. « Où diable es-tu ? Le serveur a dit que tu étais parti. » 21h48. Amélie, réponds à ton téléphone. Puis les appels ont commencé. D'abord Chloé, puis papa, puis maman, puis de nouveau Chloé. Le téléphone vibrait et dansait sur le bureau en acajou comme un scarabée possédé. Je le regardais, ressentant un étrange détachement. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, mais mes mains étaient stables. À 21h55, la notification de messagerie vocale est apparue. Puis une autre, puis un SMS de Michel, décroche ce téléphone où je te jure, Amélie. J'ai pris une profonde inspiration. Je devais l'entendre. Je devais entendre la réalité de ce qu'ils étaient pour moi. Dépouillé de tous les vernis polis. J'ai pris le téléphone alors qu'il recommençait à sonner. C'était Chloé. J'ai répondu et mis le haut-parleur. Amélie, a-t-elle hurlé. Le son était déformé, fort et chaotique. Je pouvais entendre du bruit de fond, des verres qui tintent, un murmure bas d'autres convives, et l'énergie vive et anxieuse d'une crise de panique. Où es-tu ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis au travail, ai-je dit calmement. Au travail ? Tu es au travail ? Elle avait l'air d'hyperventiler. Nous sommes au restaurant. Le serveur vient d'apporter l'addition. Oh, j'ai pris une gorgée de mon café. Comment était le homard ? Ne joue pas à ça avec moi, a-t-elle crié. J'ai entendu un silence tomber sur le bruit de fond. Elle faisait une scène. L'addition est de 6800 €, Amélie. 6800 €. Ça me semble correct, ai-je dit. Vous avez commandé beaucoup de champagne millésimé. Tu dois leur donner ton numéro de carte par téléphone, a-t-elle bégayé, sa voix tremblant de rage. Tout de suite. Le directeur est là. Il nous regarde comme si nous étions des criminels. Mets-le en haut-parleur. Je lui passe le téléphone. Non, ai-je dit. Le mot a flotté dans l'air, lourd et absolu. Qu'est-ce que tu as dit ? J'ai dit non. J'ai payé mon repas, Chloé. J'ai le reçu. J'ai payé ma salade et mon poulet. Je n'ai pas accepté de payer pour votre fête. Je n'ai pas invité tes amis. Je n'ai pas commandé 3 bouteilles de Dom Pérignon. Mais tu es la directrice, a-t-elle crié. Tu as l'argent. On t'a célébré. Vous ne m'avez pas célébré, ai-je dit, ma voix baissant d'un octave, froide et dure. Vous avez commandé les choses les plus chères du menu parce que vous pensiez que j'étais un chèque en blanc. Vous avez invité Jessica, qui a rendu ma vie infernale au lycée. Vous avez invité l'oncle Gérard, que je n'ai pas vu depuis une décennie. Ce n'était pas une fête pour moi. C'était une récolte, et j'ai fini d'être la moisson. Il y a eu une bousculade à l'autre bout, puis la voix de papa a tonné à travers le haut-parleur. Il était essoufflé, probablement le visage rouge. Amélie Marie, a-t-il rugi. Tu m'écoutes tout de suite. Tu es en train de mettre cette famille dans l'embarras. Tu nous humilies. Il y a des gens qui nous regardent. Tu vas payer cette addition et tu vas le faire maintenant, ou tu n'es plus ma fille. C'est ça l'ultimatum, ai-je demandé. Payer 6800 € ou perdre mon père ? Oui, a-t-il crié. Espèce de petite égoïste, ingrate. Alors je suppose que je suis orpheline, ai-je dit. Bonne chance avec l'addition, Michel. Attends. Sa voix s'est brisée,
la fanfaronnade instantanément remplacée par la panique. Amélie, écoute. Je n'ai pas ce genre de limite sur mes cartes. Tu sais ça, la pension, ce n'est pas assez. Ils parlent d'appeler la police. Ils ont dit quelque chose à propos de filouterie. Tu ne peux pas les laisser arrêter ton père. Tu aurais dû y penser avant de commander l'entrecôte maturée à sec, ai-je dit. Peut-être que Chloé peut payer avec l'argent de sa marque. Je ne l'ai pas. Chloé était de retour, pleurant maintenant. Des sanglots bruyants et laids. Mes cartes sont au maximum. Amélie, s'il te plaît. Je te rembourserai. Je le jure. Comme tu m'as remboursé la voiture, comme tu m'as remboursé le loyer. C'est différent. Ils vont appeler les flics. Alors je te suggère de commencer à appeler des gens qui tiennent vraiment à toi, ai-je dit. Peut-être que Jessica peut participer, ou l'oncle Gérard. Au revoir, Chloé. J'ai raccroché. J'ai fixé le téléphone. Ma main tremblait maintenant, non pas de peur, mais de la chute d'adrénaline. Je l'avais fait. J'avais vraiment dit non. Je suis restée assise là pendant un long moment, à regarder les lumières de la ville. Je me demandais ce qui se passait à l'écran. Était-il en train de rassembler leur argent liquide? L'oncle Gérard appelait-il frénétiquement sa banque? Étaient-ils escortés par la sécurité? Une partie de moi, la partie qui avait été entraînée depuis l'enfance à être la solutionneuse, voulait rappeler, voulait les sauver une dernière fois. Mais ensuite, je me suis souvenu du sourire suffisant sur le visage de Chloé quand elle a commandé le plateau de fruits de mer. Je me suis souvenu de papa me disant d'arrêter d'être difficile. J'ai éteint mon téléphone. Le silence n'a pas duré longtemps. Quand j'ai rallumé mon téléphone le lendemain matin, l'assaut numérique m'attendait. 37 appels manqués, 64 messages textes, mais ce sont les notifications des réseaux sociaux qui m'ont glacé le sang. Chloé n'était pas simplement rentrée chez elle pour panser ses plaies. Elle était passée à l'offensive. J'ai ouvert Facebook. Là, épinglé en haut de son profil, se trouvait un long message décousu accompagné des hashtags trahison et famille toxique. Je n'aurais jamais pensé devoir partager quelque chose d'aussi personnel, commençait-il. Mais hier soir, ma propre sœur, une cadre supérieure gagnant énormément d'argent, a invité nos parents âgés et moi à un dîner de célébration. Elle a tout commandé, bu le vin, puis elle s'est enfuie. Elle s'est littéralement faufilée par la porte de service et a laissé nos parents avec une facture de 7 000 € qu'ils ne pouvaient pas payer. Mon père a failli avoir une crise cardiaque à cause du stress. La police a été appelée. Nous avons été humiliés. Il s'avère que l'argent change vraiment les gens. S'il vous plaît, gardez ma famille dans vos prières pendant que nous faisons face à cette narcissique. En dessous, il y avait des centaines de commentaires. OMG, c'est un comportement dégoûtant. Waouh, la cupidité des entreprises pourrit vraiment l'âme. Tellement désolé que tu aies dû traverser ça, ma belle. Reste forte. Mon estomac s'est noué. Elle contrôlait le récit. Elle me peignait comme la méchante avant même que je puisse ouvrir la bouche. J'ai vérifié mon LinkedIn. 2 messages de personnes au hasard qui avaient vu le message parce que Chloé avait tagué mon entreprise. Bien sûr. Est-ce ainsi qu'un directeur opère? Honteux. Elle essayait de saboter ma carrière. Je me suis assise à ma table de cuisine, le café refroidissant dans ma tasse. C'était la guerre. Si je ne me défendais pas, cette histoire collerait. Elle me suivrait. Mais se disputer sur Facebook était un jeu perdu d'avance. J'avais besoin de faits. J'avais besoin d'un levier plus grand qu'une note de restaurant. J'ai repensé à l'appel désespéré de Chloé au téléphone. Je ne l'ai pas. Mes cartes sont au maximum. Chloé n'avait pas de travail. Elle n'avait pas eu de vrai travail depuis 4 ans. Maman et papa lui donnaient un peu d'argent, bien sûr, mais pas assez pour maximiser des cartes de crédit, à moins que... J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je les avais coupés hier soir, mais je n'avais pas fait de recherches approfondies sur le passé. Je me suis connecté au service de surveillance de crédit que je n'avais pas vérifié depuis 6 mois. J'ai fait défiler le rapport. Prêt immobilier payé, prêt auto payé, carte Visa premier, solde 12 400 €. Je me suis figé. Je n'avais pas de carte Visa premier. J'ai cliqué sur les détails.
La carte avait été ouverte il y a 18 mois. L'adresse de facturation, la maison de mes parents. L'utilisatrice autorisée, Chloé. J'ai fait défiler vers le bas. Prêt personnel, CTLM, 25 000 €. En cours. Ouvert il y a 3 mois. Mon cœur battait contre mes côtes. Les signatures sur les demandes étaient numériques, mais l'adresse email utilisée pour la vérification était amelie.opération@gmail.com. Ça ressemblait à mon email, mais ce n'était pas le cas. Mon email était amelie.ops. Ils avaient créé un faux compte email. Ils avaient utilisé mon numéro de sécurité sociale, que papa avait, bien sûr, de l'époque où il faisait mes impôts des années auparavant. Ils avaient contracté des prêts et des cartes de crédit à mon nom pour financer leur style de vie. La boutique éphémère, les vêtements de créateurs, les vacances. Ils ne se contentaient pas de me soutirer l'argent que je leur donnais. Ils volaient mon avenir. J'ai senti une rage froide et dure s'installer dans ma poitrine, déplaçant la peur. La note de restaurant était une distraction. C'était un crime. Mon téléphone a sonné. C'était Michel. J'ai fixé l'écran. Je devais répondre. Je devais les enregistrer. J'ai appuyé sur enregistrer sur mon autre appareil et j'ai répondu au téléphone. Amélie, sa voix était rauque, fatiguée. Il avait l'air d'un homme brisé. Nous devons parler. Maintenant. J'ai vu le message Facebook, papa, ai-je dit doucement. On peut le retirer, a-t-il dit rapidement. Trop rapidement. Chloé était contrariée. Elle a réagi de manière excessive. Mais on peut arranger ça. On a juste besoin de s'asseoir. Le restaurant. Nous avons dû laisser la montre de grand-père en garantie. Ils nous ont donné 48 heures pour revenir avec l'argent ou ils portent plainte. La montre de grand-père, ai-je demandé. Cette montre était le seul héritage que nous avions. Oui, c'est un gâchis, Amé. Écoute, viens juste. On aura une réunion de famille. On établira un plan de paiement. Tu paies le restaurant et nous. Nous trouverons un moyen de te rembourser avec le temps. Supprime juste les captures d'écran que tu as et nous supprimerons le message. On repart à zéro. Il négociait. Il avait l'air désespéré, mais il y avait autre chose dans sa voix. La peur. Il savait que je finirais par enquêter. D'accord, ai-je dit. Je viens. Bien. Bonne fille, a-t-il soufflé. Viens pour le déjeuner. 13 heures. J'y serai, ai-je dit. Et papa, assure-toi que Chloé soit là aussi. Elle y est. Elle est juste là. Parfait. J'ai raccroché. J'ai passé les 3 heures suivantes à imprimer. J'ai imprimé le rapport de crédit. J'ai imprimé les documents de prêt. J'ai imprimé les journaux de vérification des faux emails que j'avais réussi à tracer. J'ai imprimé les relevés bancaires montrant les transferts des prêts frauduleux vers le compte courant personnel de Chloé. Je les ai organisés dans un classeur noir soigné. Puis j'ai appelé un de mes amis, pas un ami d'autrefois, un ami de la nouvelle vie, David. Il était le conseiller juridique de l'entreprise. David, ai-je dit quand il a répondu, hypothétiquement, si quelqu'un a commis une usurpation d'identité contre moi à hauteur de 40 000 € et que j'ai des preuves, quelle est la marche à suivre? Hypothétiquement, David a ri sombrement, tu entres dans la pièce avec un accord à l'amiable et un dépôt de plainte. Tu mets les deux sur la table, et tu les laisses choisir lequel tu déposes. Peux-tu rédiger un accord à l'amiable en 1 heure? Pour toi? Je le fais en 30 minutes. Envoie-moi les détails. Je suis monté dans ma voiture à 12h30. Le classeur était posé sur le siège passager à côté de moi. Il pensait que je venais pour faire un chèque pour le homard. Il pensait qu'il pourrait me faire culpabiliser pour me ramener à la soumission avec des menaces d'ostracisme social. Il pensait avoir affaire à Amélie, la fille. Ils étaient sur le point de rencontrer Amélie, la directrice. L'allée de la maison de mon enfance était fissurée. Je ne l'avais pas remarqué avant, ou peut-être avais-je choisi de ne pas le voir. Des mauvaises herbes poussaient à travers le béton, élargissant les fissures, brisant lentement les fondations. C'était une métaphore parfaite de ce qui attendait à l'intérieur. J'ai garé ma Clio derrière la berline de papa, celle que j'avais remboursée il y a 3 ans.
J'ai pris un moment pour me recentrer. J'ai vérifié mon reflet dans le miroir. Je ne ressemblais pas à la fille fatiguée et désespérée qui venait ici chercher l'approbation. Mon blazer était impeccable. Mes cheveux étaient tirés en arrière. Je ressemblais à la personne qui licencie des gens pour faute grave. J'ai attrapé le classeur noir. Il me semblait lourd dans ma main, lesté de la vérité qu'ils avaient essayé d'enterrer. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, l'odeur m'a frappé. Cire au citron et vieille poussière. C'était l'odeur de la stagnation. Ils étaient tous assis à la table de la salle à manger, exactement là où je m'attendais à les trouver. C'était un tableau de misère mise en scène. Maman tamponnait ses yeux avec un mouchoir, bien qu'ils aient l'air secs. Papa était assis en bout de table, la posture rigide, un verre de scotch à moitié vide près de sa main. Chloé était affalée sur sa chaise, les bras croisés, l'air plus agacé que repentant. « Tu es en retard » a grogné papa, sans lever les yeux. « Je suis à l'heure » ai-je dit, fermant la porte derrière moi. Le loquet a cliqué bruyamment dans le silence. « Tu as apporté le chéquier » a demandé Chloé, en faisant claquer son chewing-gum. Le directeur a rappelé. Ils ont dit que si on ne paie pas avant 17 heures, ils vendent la montre de grand-père à un prêteur sur gage pour couvrir la dette. Ce serait tragique, ai-je dit en m'approchant de la table. Je ne me suis pas assise. Je suis resté debout à l'autre bout, les dominant. Tragique ? Maman a poussé un gémissement. Amélie, comment peux-tu être si froide ? Cette montre était l'héritage de ton grand-père. Alors peut-être que vous n'auriez pas dû la parier sur un dîner de homard que vous ne pouviez pas vous permettre, ai-je répondu calmement. Papa a frappé la table de sa main. Assez. Nous ne sommes pas ici pour discuter de sémantique. Nous sommes ici pour réparer le désordre que tu as causé. J'ai causé. J'ai haussé un sourcil. Tu t'es enfui, a crié Chloé, pointant un doigt manucuré vers moi. Tu nous as mis dans l'embarras. Tu nous as fait passer pour des ploucs fauchés devant mes amis. Tu es fauché, Chloé, ai-je dit. C'est tout le problème. Nous sommes une famille, a rugi papa, se levant pour atteindre ma hauteur. Son visage était d'un violet marbré. Et les familles s'entraident. Maintenant, voici le plan. Tu vas payer la note du restaurant aujourd'hui pour récupérer la montre. Ensuite, tu vas virer 5000 € sur le compte de ta mère pour couvrir la détresse que tu as causée, et tu vas publier des excuses publiques sur Facebook en disant qu'il y a eu un malentendu avec ta banque. Il m'a regardé avec une attente totale. C'était le même regard qu'il me lançait quand j'avais 10 ans et qu'il voulait que je mente aux voisins sur la raison pour laquelle notre électricité avait été coupée. Il s'attendait à la conformité. Il s'attendait à ce que la bonne fille plie. Non, ai-je dit. La pièce est devenue mortellement silencieuse. Pardon, a chuchoté papa. Non. Je ne paie pas le restaurant. Je ne vire pas d'argent, et je ne m'excuse certainement pas. Alors sors, a craché papa. Sors de ma maison, et ne reviens pas tant que tu n'auras pas compris ce que signifie la loyauté. Je ne pars pas encore, ai-je dit. Pas avant d'avoir discuté du contenu de ceci. J'ai laissé tomber le classeur noir sur la table. Il a atterri avec un bruit lourd et autoritaire qui a fait vibrer le vaisselier. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a demandé maman, la voix tremblante. « Ça » ai-je dit en ouvrant la couverture. « C'est un enregistrement de vos activités financières des 18 derniers mois. » J'ai feuilleté jusqu'à la première page. J'ai fait glisser le papier sur le bois poli vers Chloé. « Carte Visa premier » ai-je lu à voix haute. Ouverte en novembre 2024. Utilisatrice autorisée, Chloé. Solde, 12 400 €. Statut, impayé. Le visage de Chloé est devenu blanc. Elle a arrêté de mâcher son chewing-gum. Je ne sais pas ce que c'est, a-t-elle bafouillé. Ah non? J'ai sorti la feuille suivante. Ceci est le journal des adresses IP pour la demande. Elle correspond au routeur Wi-Fi de cette maison. Et ceci, j'ai pointé une ligne surlignée, et l'adresse email de récupération. amélie.opération@gmail.com. Un faux compte créé 2 minutes avant que la demande ne soit soumise. Papa s'est assis lentement. Il a regardé du papier à Chloé, puis à moi, mais il n'avait pas l'air surpris. Il avait l'air pris au piège. Et ici,
J'ai continué, ma voix gagnant en force, se trouve le prêt personnel CTLM. 25 000 €, déposés sur un compte joint au nom de Michel et Chloé. J'ai fait glisser le relevé bancaire sur la table. Il montrait le dépôt et il montrait les retraits. Galerie Lafayette, Air France, PMU, paiement de leasing BMW. Vous avez volé mon identité, ai-je dit, ma voix tranchant l'air comme un rasoir. Vous avez utilisé mon numéro de sécurité sociale, mon historique de crédit et ma bonne réputation pour financer vos délires de grandeur. Cela représente environ 40 000 € de fraude. C'est un crime. En fait, étant donné le montant, c'est un vol qualifié. Amélie, attends, a haleté maman, se tenant la poitrine. Nous avions l'intention de le rembourser. C'était un prêt-relais, juste jusqu'à ce que l'entreprise de Chloé décolle. Chloé n'a pas d'entreprise, maman, ai-je crié, laissant enfin la colère percer. Elle a un compte Instagram et une addiction au shopping, et tu l'as laissé me voler. Nous ne t'avons pas volé, a hurlé papa, bien que sa voix manquât de sa puissance habituelle. Nous l'avons emprunté. Tu en as plein. Tu viens d'être promu. Pourquoi es-tu si avare? Ce n'est pas un emprunt si vous ne demandez pas, ai-je répliqué sèchement. C'est du vol. J'ai sorti du classeur un document agrafé. C'était l'accord à l'amiable que David avait rédigé. Voici la réalité, ai-je dit en plaçant le document au centre de la table. J'ai deux options en ce moment. Option A, je sors par cette porte, je vais au commissariat et je dépose une plainte officielle pour usurpation d'identité et fraude. J'ai les preuves. J'ai les journaux IP. J'ai les traces bancaires. Chloé ira en prison. Papa, tu seras probablement accusé de complicité. Vous perdrez la maison en frais de justice. Chloé a laissé échapper un sanglot étranglé. Papa, fais quelque chose. Option B, ai-je dit en l'ignorant. Vous signez ça. Papa a regardé le document. Qu'est-ce que c'est? C'est une reconnaissance de dette juridiquement contraignante, ai-je expliqué. Elle stipule que la dette sur ces cartes et prêts vous appartient, à toi et à Chloé. Elle supprime ma responsabilité. Elle stipule que vous refinancerez ces prêts à vos propres noms dans les 30 jours. Et elle stipule que vous ne me demanderez plus jamais un seul centime. On ne peut pas refinancer, a dit papa, la tête dans les mains. Mon score de crédit, il est fichu. Alors vous vendez des choses, ai-je dit froidement. Vendez l'autre voiture, vendez les meubles, vendez les sacs de créateurs de Chloé. Je me fiche de comment vous le faites, mais vous retirez mon nom de votre dette. Et la note du restaurant, a reniflé Chloé. Et la montre? Je les ai regardés. C'était le test final. Ils espéraient toujours que je les sauverais de l'incendie immédiat. La note du restaurant est votre problème, ai-je dit. Si vous voulez récupérer la montre de grand-père, je te suggère de rendre ces chaussures que tu portes, Chloé. J'ai entendu dire qu'elles se vendent 1000 € sur les sites de revente. Tu ne peux pas être sérieuse, a pleuré Chloé. Tu ruines ma vie. Tu as ruiné ta propre vie, ai-je dit. Je refuse juste de payer pour les débris. J'ai sorti un stylo de ma poche et je l'ai posé à côté du document. Signé, ai-je ordonné, ou j'appelle la police. Je les ai en numérotation rapide. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai levé, mon pouce planant au-dessus de l'écran. Papa m'a regardé pour la première fois. Il n'a pas vu une enfant. Il a vu une étrangère. Il a vu un mur qu'il ne pouvait pas abattre. Il a pris le stylo. Sa main tremblait. Je n'arrive pas à croire que tu ferais ça à ta propre famille, a-t-il marmonné en signant son nom d'une griffure déchiquetée. Je l'ai appris de vous, ai-je dit doucement. Vous m'avez appris que l'argent compte plus que les gens. J'applique juste enfin la leçon. Il a fait glisser le papier vers Chloé. Elle a pleuré en le signant, ses larmes tachant l'encre. J'ai pris le document, vérifié les signatures et les remis dans le classeur. J'ai pris le classeur et je me suis tourné vers la porte. Amélie, a murmuré maman. Où vas-tu? Je vais dîner, ai-je dit. Un dîner pas cher que je paie moi-même. Ne reviens pas, a dit papa dans mon dos. Sa voix était creuse. Si tu sors par cette porte avec ce papier, tu n'as plus de famille. Je me suis arrêté sur le seuil. J'ai regardé l'allée fissurée, les mauvaises herbes, le soleil couchant.
J'ai senti un poids se lever de mes épaules, un poids que je n'avais pas réalisé qui m'écrasait jusqu'à ce qu'il disparaisse. Je sais, ai-je dit. Et honnêtement, c'est la meilleure promotion que j'ai eue de toute la semaine. Je suis sorti et je n'ai pas fermé la porte. Je les ai laissés le faire. 3 mois plus tard, les feuilles d'automne devenaient dorées et rouges, peignant la ville de teintes chaudes et ardentes. J'étais assise sur le balcon de mon nouvel appartement, un endroit que j'avais acheté, pas loué, en sirotant un verre de vin. Ce n'était pas du Dom Pérignon. C'était un pinot noir à 20 € et c'était la meilleure chose que j'ai jamais goûtée. Mon téléphone a vibré sur la table du patio. C'était une notification de mon service de surveillance de crédit. Alerte, compte supprimé. Votre score de crédit a augmenté. J'ai souri. Il l'avait fait. Je ne savais pas comment et je ne me souciais pas de connaître les détails, mais la dette avait disparu. J'ai appris par des bruits de couloir, principalement de tante Déborah, qui m'avait contacté pour s'excuser après que l'incident du restaurant soit devenu un commérage familial, que les retombées avaient été sévères. La montre de grand-père était partie. Ils n'avaient pas pu réunir l'argent à temps, et au moment où ils ont essayé de la racheter au prêteur sur gage, elle avait été vendue à un collectionneur. Papa était furieux, mais il n'avait personne à blâmer à part lui-même. Chloé avait été forcée de trouver un travail, un vrai. Elle travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Apparemment, poster des selfies de la vie de bureau ne payait pas aussi bien que l'usurpation d'identité, mais cela permettait de payer les factures. Elle m'avait bloqué partout, ce que je considérais comme un service rendu. Maman avait essayé de m'appeler une fois il y a quelques semaines. Elle a laissé un message vocal disant que je lui manquais, disant que les liens du sang sont les plus forts. Je n'ai pas rappelé. J'avais appris que le sang est peut-être plus épais que l'eau, mais il est aussi beaucoup plus difficile à nettoyer quand il se répand. J'ai pris une gorgée de vin et j'ai regardé la ligne d'horizon. Mon nouveau travail était exigeant, intense et brillant. Pour la première fois de ma vie, je gardais l'argent que je gagnais. J'avais commencé un fonds de retraite. J'avais réservé un voyage en Italie pour le printemps, en solo. Je construisais une vie qui m'appartenait, brique par brique. La sonnette a retenti. Je suis rentré et j'ai regardé par le Judas. C'était David, tenant une boîte de pizza et un pack de 6 bières. J'apporte des cadeaux, a-t-il crié à travers la porte, et les formulaires de décharge légale finalisés. J'ai ouvert la porte et je l'ai laissé entrer. L'odeur de péperoni et de levure a rempli l'appartement. Des odeurs simples, honnêtes. Tu as l'air différente, a dit David, posant la pizza sur l'îlot. Il m'a regardé de haut en bas. Tu as l'air plus légère. Je me sens plus légère, ai-je admis. Alors, on fête ça, a-t-il demandé, en ouvrant une bière. À la directrice des opérations. J'ai pris la bière qu'il me tendait et j'ai fait teinter ma bouteille contre la sienne. Non, ai-je dit, en pensant à la table de l'écrin, aux bouteilles de champagne vides, aux regards insistants et au moment où je suis finalement parti. À la directrice de ma propre vie, ai-je corrigé. Nous avons bu, nous avons mangé de la pizza, nous avons ri du travail, et pour le reste de la nuit, personne ne m'a demandé de prêt. Personne ne m'a dit que j'étais difficile, et personne n'a essayé de me faire payer pour un repas que je n'avais pas mangé. J'avais perdu une famille, oui, mais en regardant autour de ma maison calme et paisible, j'ai réalisé que je n'avais vraiment rien perdu du tout. J'avais simplement équilibré les comptes. Et enfin, pour la première fois en 32 ans, mes comptes étaient dans le vert. А ночью ты заходил. А мы в 5 утра так решили. Вот в 4... Нет, в 3 часа ночи мне предложили, и мы в 5 утра решили так, что мне скостили 50 часов, а если я пойду с Колобком выживание в лесу сделаю и постригусь на лысо. Но это не засчитывается за поражение, потому что я сказал, я могу досидеть 2 суток. Могу досидеть, в этом проблем нету. Вот. Я мог досидеть спокойно.
Ну когда, Колобок, когда сделаем? Ты на стриме это надо обсуждать. Не на стриме, а на стриме. Это надо обсуждать на стриме, чтобы люди понимали, когда мы сделаем изоляцию в лесу. Алейкум салам, Имран. Люди должны понимать, что когда мы сделаем изоляцию... Блядь, что тут такого не на стриме, на стриме? Ты что, я не знаю, в розыске, что ли, блядь, Колобок? Ты скажи прямо сейчас на стриме, когда будем делать изоляцию в лесу? Потому что даже если мы с тобой по телеграмму обговорим, я это скажу все равно на стриме. Смысл это от стрима скрывать? Бля, опять что ли Колобок под чем-то, я не могу понять. Салам, салам. Завтра мы не можем это сделать. Донаты, да, 50 на 50. Завтра мы это не сможем сделать. Завтра мы это не сможем сделать никаким образом, пацаны, потому что у Колобка там какие-то дела, блядь. Как за один день прошло 50 часов. Вселенная поменялась, блядь. Ты проиграл спор? Нет, я не проиграл спор. Галиаполо был в чате, чего вы у него не спросили? Я не проиграл спор, я выиграл. Какой 50 на 50, 70 на 30? Ебать ты торгаш. Блядь, ну пацаны, должно быть честно. Если человек будет со мной жить в лесу, должно быть честно. 50 на 50. Потому что я хочу хороший контент, надо обсудить все. Пацанам должен понравиться стрим. Так вот тут сейчас... Блядь, ну Колобок, ты под чем? Я у тебя спрашивал, когда мы сделаем это? Когда? Когда мы это сделаем? Да не будет никакого аукциона на парик. Колобок, просто ответь мне, когда мы это сделаем? Дату, число скажи, чтобы я людям это сказал. Зачем ты чего-то скрываешь? Я не проиграл. Сделай как Лев и улика себе 20 лямов, Колобку 300. Так и будет, блядь. Ну что созваниваться на стриме, блядь? У него интернета нету. Даниэла НТВ. Пиздец, блядь. Я не поверю в эту хуйню. Я не поверю, что Даниэла зашла и написала. Она даже мне не ответила в этом. Она даже не ответила мне в Инстаграме. Нет, она не ответила в Инстаграме, блядь. Походу, ей реально похуй на меня. Ну, хрен с ней. Че, блядь, других девчонок, что ли, нету? Марат Лев, спасибо. Сделай 50 на 50 до первого ляма. Свыше фикс 100. Да, пацан, какой лям? Я не собираюсь на лям сидеть в лесу и выживать. У тебя же еще было время на таймере, как ты дома сейчас. Вселенная поменялась. Да я выиграл. Донатеры мне сами предложили, типа, просто хочешь скостим тебе 50 часов, но ты можешь на лысину постричься и сделать потом выживание в лесу. Я согласился. Хотя я мог дальше сидеть, потому что я не в багажнике должен был эти 2 дня сидеть и лежать, а в салоне. Я в салоне должен был, пацаны, сидеть 2 дня. Приветствую. Пошел нахуй, какой босс, блядь. Не на стриме, ребят. Нам много обсудить надо. Делать качественно, говно сделать нельзя. Блядь. Колобок, я говорю, что я все равно это на стриме скажу. Я это все равно на стриме скажу. Колобок. Смысл ты на стриме не можешь обсудить. Я у тебя спрашиваю, когда, блядь, ты можешь это... Число, блядь, число. Колобок, ну число скажи, блядь, число. Блядь, число скажи мне, пожалуйста, Колобок. Блядь. Такой через час, бля, мы через час не сможем лес найти. Я готов на следующей неделе это сделать, без проблем. Я без проблем готов это сделать. Колобок, ты в курсе, что вы на стриме выживать будете или рассчитываешь на уединение? Какое уединение, блядь, с Колобком? Ничего не будет такого. Ты не понимаешь. Блядь, Колобок, ты что, реально с дубу рухнул, блядь? Скажи число, блядь, когда мы можем это сделать, блядь? Я спрашиваю число. Ты можешь число сказать, блядь? Бля, ну... Бля, у человека спрашивают число, когда мы это сделаем. Говорит, ты не понимаешь, это не на стриме, блядь, угораешь, что ли?